Bonjour, je suis le professeur Maurice Tardif de l'Université de Montréal. Je suis le directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois collègues du Centre, le professeur Martial Dembélé de l'Université de Montréal, la professeure Adriana Morales-Perlaza de l'Université de Montréal et la professeure Geneviève Sirois de la TELUC, anciennement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, nos trois collègues vont nous entretenir des pénuries d'enseignants, qui est un phénomène mondial, mais elles vont cibler plus particulièrement le phénomène au Québec. Donc, je vais laisser la parole maintenant au professeur Dembélé, qui va débuter sa présentation. Merci Maurice. Merci à tous et toutes de vous être joints à ce webinaire qui porte sur un sujet d'actualité, mais qui historiquement a toujours préoccupé les systèmes éducatifs. Donc, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est une présentation en 3 points que nous allons essayer de faire en moins de 40 minutes pour avoir du temps pour échanger avec vous. Donc, nous allons commencer par une petite clarification conceptuelle. Il y a un certain nombre de concepts qui sont importants lorsqu'on parle de pénurie. Ensuite, Adriana va vous entretenir sur les causes des pénuries, mais avec un accent sur le Québec. Et la moitié de la présentation va être consacrée en fait au cas. Il est difficile de traiter de façon très générale. Donc, nous avons opté de vous présenter un cas spécifique, le cas de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, pour en fait illustrer ce phénomène. Donc, il y a 3 concepts importants lorsqu'on parle de pénurie. Peut-être Geneviève, OK. Il y a la demande d'enseignants, il y a l'offre et la pénurie elle-même. Donc, je vais rapidement parler de chacun de ces concepts-là. La demande d'enseignants, elle est assez simple à définir. Geneviève, tu pourrais peut-être avancer. Donc, de façon simple, elle correspond aux besoins du système éducatif en termes d'enseignants. Donc, c'est une définition assez simple, mais qui a des implications très importantes parce que cette demande peut être influencée par différents phénomènes, dont la croissance démographique, l'accès et la participation scolaire, les politiques éducatives et également les flux des enseignants. On le verra plus loin, comment chacun de ces facteurs peut influencer la pénurie. Mais généralement, le ratio élève-enseignant est un déterminant important de la demande. C'est-à-dire, selon qu'on dit on veut 20 enfants par enseignant ou 50 par enseignant, cela va de soi modifier la demande d'enseignants. Face à cette demande, il y a une offre qui généralement est du ressort des systèmes éducatifs, c'est-à-dire des ministères en charge de l'éducation. Et cette offre correspond au nombre d'enseignants qualifiés qui sont disposés à enseigner. Donc, qualifiés et disposés, c'est important, c'est-à-dire que dans tout système, il y a des exigences pour accéder à la profession. Donc, selon le niveau d'exigence, l'offre va être suffisante ou pas. Mais selon également le nombre d'enseignants qui est disposé à intervenir dans les écoles, cette offre va varier et effectivement, elle est influencée par les flux dans le système, mais surtout par les politiques de gestion des enseignants. Comment est-ce que le système s'y prend pour déployer les enseignants, le plan de carrière. Donc, il y a plusieurs je dirais, aspects de la gestion qui vont influencer cette offre. Et donc, les systèmes vont chercher à trouver un équilibre entre la demande et l'offre.
Et la pénurie est en fait la résultante du déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a une demande plus forte et une offre réduite, mais on est en situation de pénurie. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la pénurie, ce n'est pas un phénomène ou une question qu'on peut résoudre une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'elle peut être ponctuelle, mais dans certains systèmes, elle est chronique à cette pénurie. C'est-à-dire que depuis des décennies, il y a plusieurs systèmes éducatifs qui traînent justement une pénurie assez forte d'enseignants, et cela est lié souvent aux engagements internationaux que les pays prennent, par exemple, depuis les années 90, avec le mouvement d'éducation pour tous, mais il y a une pression pour accueillir plus d'enfants, et cela nécessairement a des conséquences pour la demande d'enseignants, et puisque souvent les systèmes n'ont pas la capacité de produire suffisamment d'enseignants ou la capacité financière de recruter et rémunérer ces enseignants, la pénurie devient chronique dans ces systèmes éducatifs. Donc, ce sont ces trois concepts qui, pour nous, sont importants lorsqu'on parle de pénurie d'enseignants. Donc, je vais passer la parole à Adriana qui va poursuivre en parlant de causes, mais particulièrement au Québec. Et donc, bonjour, merci Martial. En effet, vous parlez des causes de la pénurie. Et en fait, nous avons quelques informations qui nous permettent de comprendre, d'expliquer en fait les pourquoi de la pénurie d'enseignants dans le monde, mais dans le cas de notre exposé, surtout au Québec. Les statistiques, bien sûr, c'est des informations essentielles pour prédire les besoins d'enseignants pour les années à venir. Et par exemple, ici, vous voyez à l'écran quelques statistiques, quelques prédictions des hausses d'effectifs scolaires pour l'année 2034-2035. Par exemple, on prévoit presque 100% d'augmentation par rapport à 2019-2020. Et j'attire l'attention sur le fait que, par exemple, on prévoit des hausses d'effectifs au préscolaire de plus de 46 000 élèves, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne prend pas en considération, par exemple, le maternelle 4 ans. Donc, on prend juste en considération les chiffres qui comptent à partir de maternelle 5 ans. Donc, c'est sûr que ces chiffres-là ne sont pas exacts. Donc, on prévoit peut-être un peu plus des hausses d'élèves, par exemple, préscolaires. On a eu les dernières années aussi que la croissance des effectifs s'est placée surtout au primaire. Mais ça a commencé à se stabiliser, la courbe a commencé à se stabiliser tranquillement, la courbe démographique au primaire. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces élèves-là qui étaient au primaire, bien sûr, ils passent au secondaire, donc on prévoit que les besoins vont être plutôt au secondaire. Donc c'est là que les effectifs vont augmenter de façon assez significative. Une autre cause de la pénurie au Québec peut être liée à la baisse qu'il y a des effectifs étudiants en formation des maîtres. Et c'est là, on remarque ça pendant plusieurs années. Et c'est sûr que depuis plusieurs années, on remarque que l'enseignement est une profession qui n'est pas très attrayante. C'est sûr que les conditions d'emploi sont assez difficiles, donc ça attire de moins en moins de candidats dans les programmes de formation à l'enseignement. On a remarqué dans certaines institutions qu'il y a eu quand même une hausse d'inscription dans certains programmes de formation. Et cela dit, on n'a pas encore des données officielles qui nous permettent de mieux comprendre ces inscriptions-là en formation des maîtres. Mais ce qui est important à comprendre aussi, c'est qu'il y a quand même un taux d'abandon important dans le programme de formation et qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent mais prennent encore plus de temps qu'avant pour terminer le programme. Donc, ça aussi a des effets sur les pénuries d'enseignants. Je peux passer. Merci. Une des causes de la pénurie qui est discutée depuis plusieurs années dans la littérature, c'est la difficulté de rétention des jeunes enseignants. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit non seulement au Québec, mais au Canada, mais un peu partout dans le monde aussi. Et par exemple, au Canada, on estime que de 30 à 50% des enseignants quittent la profession durant les 5 premières années. Au Québec, on pense que les taux moyens
pour la première année, c'est de 25 à 30%. C'est quand même beaucoup d'enseignants qui quittent la première année et de 40 à 50% après 5 ans. Et c'est là depuis les années 1990. Donc, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant. Et pourquoi les enseignants quittent? Notamment parce que les conditions d'emploi sont difficiles, ils sont insatisfaits, il y a beaucoup de stress. On sait aussi que la façon dont est fait la tâche enseignante, c'est que les jeunes arrivent et ils obtiennent les classes les plus difficiles que les enseignants plus expérimentés n'ont peut-être pas voulu prendre parce qu'ils peuvent choisir certains types de classes. Donc, il y a une certaine iniquité dans la tâche d'enseignement. Donc, les jeunes enseignants, ils trouvent que c'est quand même assez lourd, assez difficile les premières années, avant qu'ils gagnent toute l'expérience essentielle pour faire face à toutes les problématiques de l'enseignement. Le départ à la retraite, c'est une des autres causes de la pénurie. Et là, c'est un peu plus difficile d'avoir des prédictions précises. Il y a environ 68% des centres de services scolaires qui soulignent que c'est une cause importante, le départ à la retraite, que ça a un impact important sur les pénuries d'enseignants. On prévoit qu'il y a plusieurs départs à la retraite qu'on va voir chez les enseignants, chez les directions d'établissement dans les 5 prochaines années. Et puis, par exemple, on a des enseignants qui devancent même leur retraite. Et c'est là particulièrement dans le contexte de la COVID. Donc, il y a plusieurs enseignants qui, suite à la COVID-19, ont décidé de prendre des retraites anticipées. Une autre cause qui peut expliquer la pénurie des enseignants au Québec, ça peut être aussi le contexte des plans d'emploi. C'est sûr que ça ne s'applique pas seulement à l'enseignement. On remarque qu'il y a des pénuries de manœuvres dans plusieurs domaines. Mais c'est sûr que c'est une cause très importante à l'enseignement. Par ailleurs, je vous rappelle que l'enseignement a été traditionnellement une profession féminine. Et jusqu'aux années 60, la Révolution tranquille, on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'enseignantes et les femmes n'avaient pas peut-être beaucoup de choix de carrière à cette époque-là. Donc, elles s'en allaient souvent dans l'enseignement ou d'autres professions féminines, mais c'est sûr qu'avec depuis plusieurs années, les femmes ont plus accès à d'autres catégories d'emploi. Donc, il y a peut-être plusieurs qui ne sont plus attirées par l'enseignement comme choix et ne veulent plus devenir enseignantes et vont aller chercher des opportunités ailleurs. Donc, le contexte de plan d'emploi, c'est quand même une pénurie, une cause de pénurie qu'on voit en enseignement, mais pas seulement. On les voit aussi dans le domaine des sciences infirmières, etc. Mais ça peut expliquer aussi la pénurie d'enseignants. Les manques criants de suppléants, c'est une autre cause, puis c'est peut-être une des causes les plus problématiques qui touchent ce contexte-là. On sait que les suppléants en enseignement ont des conditions de travail qui sont peu attirantes. On sait qu'ils obtiennent des contrats à la pièce, à faible pourcentage, ils changent constamment de milieu de travail. Et les programmes d'insertion professionnelle, par ailleurs, ne sont pas toujours offerts aux suppléants. Puis, parce qu'il y a une pénurie d'enseignants actuellement, donc les enseignants obtiennent plus facilement des contrats à temps plein, donc ils sont moins disponibles pour faire la suppléance. Puis, ça, c'est, par exemple, on voit des enseignants qui s'en vont travailler malades à l'école. Ils ne prennent même pas de congé maladie parce qu'ils savent que s'ils n'arrivent pas, ils ne se présentent pas en classe, c'est peut-être les concierges ou, je ne sais pas, l'administratif qui va les remplacer. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les enseignants au Québec. Finalement, quelque chose de plus récent, et une autre cause de la pénurie, ça peut être aussi la pandémie de la COVID-19. On sait que la pandémie a amené des conditions d'enseignement un peu plus difficiles. Les enseignants ont dû s'adapter rapidement, changer leur pratique pédagogique, mais aussi, bien sûr, beaucoup d'enseignants sont tombés malades, beaucoup d'enseignants ont des enfants à la maison, donc ils devaient s'en occuper. Donc, c'est sûr que ça, c'est une autre cause qu'on peut considérer. Puis, par ailleurs, si on parle de suppléants, on sait que les suppléants se promènent d'une école à l'autre, ce qui augmente le risque d'attraper les virus. Donc, c'est sûr que voici des causes qu'on peut nommer de façon générale au Québec, mais c'est sûr que ça change d'un contexte à l'autre.
Geneviève, OK. Oui, excusez-moi, j'avais un petit peu de difficulté avec mon micro. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vous présente, dans le fond, une étude de cas qui a été réalisée sur une région en particulier du Québec, qui est celle de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Donc, avant, j'étais professeur à l'UQAT dans cette région et il y a un projet qui s'est mis en place qui alliait à la fois l'université, les 5 centres de services scolaires du territoire et le syndicat qui représente les enseignants. Donc, c'est un groupe qui s'est formé avec des représentants des 3 organisations. Le groupe s'appelle le GRAVE pour Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants. Un des objectifs de notre groupe, c'était de faire un plan d'action sur 5 ans pour contrer la pénurie d'enseignants et de suppléants qui est très, très, très importante dans les 2 régions ciblées. Et pour ce faire, la première étape était de faire un diagnostic de la profession enseignante. Donc, un diagnostic qui portait sur toutes les questions liées à l'attraction des enseignants et leur rétention et finalement leur valorisation dans leur profession. Donc, voilà. Donc, je vous présente un petit peu aujourd'hui les résultats de cette recherche, particulièrement les premières étapes là, qui ont permis de nous pencher sur les données administratives des centres de services scolaires, mais également de proposer un questionnaire à l'ensemble de la population et aux ensembles des acteurs scolaires des 5 centres de services scolaires. Mais tout d'abord, pour placer un petit peu le contexte, l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, c'est 2 régions très particulières qui sont situées tout au nord du Québec. C'est des régions qui se caractérisent par le fait qu'elles sont très peu densément peuplées, donc majoritairement rurales. Et ce qu'on observe en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, c'est des départs à la retraite dans les 5 prochaines années qui sont très, très, très importants, donc un corps enseignant vieillissant. On observe également beaucoup de difficultés à assurer la relève. L'université régionale observe une diminution du nombre d'élèves en formation des maîtres, variable selon les différents programmes, mais très marquée notamment au secondaire. En parallèle, le contexte de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec est marqué par l'industrie minière, qui est très, très, très forte. Donc, on retrouve un contexte, un marché du travail qui est caractérisé par des emplois très payants qui demandent peu de formation. Donc, facilement, quelqu'un avec un secondaire 5 peut gagner presque le double d'un enseignant sur le marché du travail dans la région. Donc, ça va avoir des impacts sur l'attraction des jeunes vers la profession enseignante. Il y a un manque très criant de suppléants dans la région. Ce qu'on voit lorsqu'on a rencontré les directions des ressources humaines des centres de services scolaires notamment, c'est que dès octobre, les listes de suppléants habituellement sont vides. Ils n'ont plus personne parce que toutes ces personnes-là ont eu des contrats. Donc, à partir d'octobre, trouver des suppléants, ça devient un réel problème. Ça va faire que des enseignants nous disent qu'ils vont rentrer, par exemple, travailler alors qu'ils sont malades ou qu'ils ne peuvent se faire remplacer pour avoir des formations, par exemple. On observe dans les dernières années un nombre de postes vacants de plus en plus important comblés par des enseignants non légalement qualifiés. Donc, c'est vraiment un gros défi d'attirer et de recruter suffisamment d'enseignants pour répondre aux besoins des 5 centres de services scolaires en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Donc, aujourd'hui, moi, je vous présente plus particulièrement les données administratives là, qui nous ont permis d'essayer d'estimer la demande d'enseignants pour les prochaines années et les résultats du questionnaire web qu'on a passé et pour lequel 1687 personnes ont répondu. Donc, tout d'abord, c'est très difficile hein, de faire des projections fiables pour estimer le nombre d'enseignants qui vont être nécessaires dans les centres de services scolaires dans les années à venir parce qu'il y a tout plein de facteurs qui ne sont pas stables, mais également parce que les données sont difficiles à aller chercher dans les centres de services scolaires. Donc, même pour eux, c'est difficile d'avoir accès à ces données-là facilement. On a fait des prévisions en fonction des variations des effectifs scolaires. Ce qu'on voit, c'est que la demande d'enseignants du primaire va diminuer légèrement d'ici 2024-25. Dans les dernières années, on a vu une augmentation très importante du nombre d'élèves au primaire. Et là, cette vague, disons, va se stabiliser. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une faible diminution. 44 enseignants temps plein de moins vont être nécessaires pour répondre aux besoins liés exclusivement aux effectifs scolaires.
Toutefois, ce qu'on voit, 44 enseignants de moins, mais il y a 73 départs d'enseignants du primaire qui sont prévus à court terme d'ici 23-24, ce qui représente presque 8 des enseignants à temps plein. À ceci, on ajoute l'ouverture des maternelles 4 ans. Le nombre de postes est toujours indéterminé à ce jour, mais il va falloir des enseignants pour combler ces postes. Et l'Abitibi-Témiscamingue est marquée par une mobilité interrégionale importante, c'est-à-dire que c'est une région que les gens vont avoir tendance à quitter pour d'autres régions plus proches, par exemple, de Montréal et de Québec, mais également pour l'Ontario, qui est vraiment à proximité. Aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir une arrivée de travailleurs étrangers, notamment en raison de l'activité minière. Il y a beaucoup d'activités de recrutement de travailleurs à l'étranger et nécessairement, ces travailleurs étrangers vont arriver avec des familles. Donc, ça peut contribuer à augmenter le nombre d'enfants à scolariser et parallèlement le nombre d'enseignants qui vont être nécessaires. Au niveau du secondaire, on a dit tout à l'heure qu'il y avait eu une vague, qu'il y avait eu une augmentation des effectifs d'élèves au primaire. Bien, ces élèves-là, maintenant, vont s'en aller au secondaire. Donc, la vague d'augmentation des effectifs, elle va se transposer dans les années à venir au secondaire. Et c'est vraiment là que la demande va être le plus criante. Donc, ce qu'on voit pour nos 5 centres de services, c'est 11 d'augmentation à court terme, donc 57 nouveaux enseignants recrutés. Par la suite, la demande va diminuer progressivement. En plus de ces 57 nouveaux enseignants, c'est 32 retraites qui sont planifiées au secondaire dans les années à venir, ce qui représente 6 des enseignants à temps plein. En plus de tout ça, on a dit tout à l'heure, le nombre d'enseignants non légalement qualifiés tend à augmenter dans les 5 centres de services qu'on a observés. Ce qu'on voit actuellement, c'est 83 tolérances d'engagement qui ont été délivrées en 2019-2020. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des postes d'enseignants qui sont comblés par des personnes non qualifiées, ce qui masque finalement une partie des besoins d'enseignants. Donc, sur le plan régional, à très court terme, il va s'avérer essentiel d'augmenter le recrutement d'enseignants à temps plein au préscolaire, primaire et au secondaire. Et à moyen et long terme, on doit pouvoir stabiliser le recrutement aux 2 ordres pour permettre de remplacer les enseignants qui vont partir à la retraite ou encore qui vont quitter la profession prématurément ou qui vont quitter la région. On s'est intéressé à toute la question de la formation initiale et continue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la région elle est très vaste. Il y a une seule université qui forme les enseignants. Selon notre sondage, l'UQAT est vraiment celle qui forme le plus d'enseignants qui travaillent dans la région. Les centres de services réussissent encore peu à aller attirer des personnes qui ont été formées dans d'autres universités du Québec. Ce qu'on voit également, c'est qu'au sein même d'une région, il y a des disparités. Il y a encore des difficultés à attirer les enseignants selon les centres de services scolaires. Par exemple, l'université l'UQAT a un centre à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Donc, c'est le territoire de la commission scolaire du centre de services scolaires Rouyn-Noranda et de l'Or-et-des-Bois. Et c'est 50% des étudiants en formation qui souhaitent travailler dans ces centres de services-là. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, pour les centres de services plus éloignés comme du Lac-Témiscamingue ou du nord du Québec, d'attirer des nouveaux enseignants. C'est souvent ces centres de services scolaires qui vont devoir se tourner là, vers du recrutement en dehors de la région, qui va être associé à des incitatifs tels que des logements, il va y avoir des primes d'éloignement qui vont être offertes pour attirer les enseignants dans leur centre de services. On a questionné les étudiants sur leur représentation de leur formation et de leur intégration en emploi. Ce qu'ils nous disent, c'est que la majorité d'entre eux sont très confiants d'obtenir un poste rapidement à la fin de la formation. On voit aussi que les stages apparaissent comme très importants pour confirmer leur choix de carrière. Pour 61,9% d'entre eux, ça a été un moment très, très important. Lorsqu'on demande s'ils sont satisfaits de la formation reçue, c'est plus de 60% qui sont assez ou totalement satisfaits. Et on voit aussi l'importance que revêt la formation continue en cours d'emploi pour les étudiants en formation. On s'est intéressé à l'accès à l'insertion professionnelle, notamment parce qu'on sait que justement l'accès à ces programmes va être un bon prédicteur de la rétention des enseignants à plus long terme. Donc, on a demandé aux enseignants s'ils avaient eu accès à un programme d'insertion professionnelle à leur entrée dans la profession.
Ce qu'on voit, c'est que la très grande majorité d'entre eux n'ont pas eu accès à un programme d'insertion professionnelle. Donc, c'est 81% des enseignants n'ont pas eu accès, 100% des enseignants non légalement qualifiés et une bonne part aussi des directions. Il n'y a pas de portrait clair de la situation des enseignants à statut précaire dans la région actuellement, notamment ceux qui ne détiennent pas de brevet. Il y a vraiment d'autres recherches qui doivent être menées à ce niveau. Et des données supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les défis auxquels ils font face, notamment au début de carrière, surtout quand on voit qu'ils n'ont pas ou peu accès à des programmes d'insertion professionnelle, qui restent, somme toute, très limités. Notamment parce que la région, justement, est à proximité avec l'Ontario et que c'est une région éloignée qui voit partir beaucoup de ses travailleurs. On s'est intéressé à la mobilité des enseignants. Donc, à savoir la mobilité interne, est-ce que les enseignants bougent d'un centre de service scolaire à l'autre dans la région, mais également est-ce qu'ils bougent sur le territoire québécois et est-ce qu'ils ont bougé d'une province à l'autre du Canada? Donc, on leur a demandé, est-ce que vous avez déjà travaillé dans une autre commission scolaire que celle qui vous emploie présentement? Ce qu'on voit, c'est que près de 60% nous disent que non. Ils ont toujours été à l'emploi du même centre de service scolaire, ce qui est quand même positif. Ce qu'on voit également, c'est que 21% ont enseigné, mais dans un autre centre de service scolaire de la région. Donc, il y a quand même une bonne stabilité chez les gens qui sont à l'emploi des centres de service scolaire de la région. La majorité des enseignants ont toujours travaillé en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Et très peu d'entre eux ont travaillé dans une autre province du Canada et en tout cas sont revenus au Québec. Donc, soit ils ne sont pas revenus, ils sont partis en Ontario, ça c'est une autre possibilité, et ne sont pas revenus au Québec. Mais peu d'entre eux, en tout cas, vont avoir fait l'expérience d'avoir enseigné dans une autre province. On s'est intéressé à la satisfaction au travail des enseignants. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que les enseignants sont globalement satisfaits de leur travail, notamment au niveau des conditions de travail. Il y a des éléments qui sont particulièrement satisfaisants pour eux, soit la sécurité d'emploi, la durée et la journée de travail, le défi intellectuel et l'autonomie au travail. En revanche, il y a plus de 70% des enseignants qui vont se dire insatisfaits de la charge de travail, des possibilités de promotion et de la reconnaissance sociale de la profession enseignante. Au niveau du travail en lui-même, les enseignants apprécient particulièrement la préparation des activités pédagogiques, la présentation de la matière à leurs élèves, la relation maître-élève, la discipline en classe, la récupération, la supervision des stagiaires et la relation avec les parents. Donc, on peut dire que les différentes dimensions de la profession enseignante, les enseignants en sont satisfaits. Ce qu'ils trouvent plus difficile, c'est toutes les tâches associées à l'évaluation, mais également à la surveillance des élèves en dehors de la classe. De manière générale, également, là, dans les entrevues qu'on a réalisées, c'est quelque chose qui ressortait vraiment très fortement. Les enseignants nous disaient, nous, on adore enseigner. Ce qu'on trouve difficile, c'est tout ce qui vient autour de la tâche de l'enseignement. De manière générale, les enseignants sont également satisfaits de la manière dont la direction accomplit ses tâches, mais également des relations avec les autres membres du personnel. Ils vont trouver un peu plus difficile l'engagement des parents dans l'école. Plusieurs enseignants m'ont jugé que cet engagement est insatisfaisant. Finalement, autre source de satisfaction, le climat et le fonctionnement de l'école ainsi que les relations au sein de l'école. On s'est intéressé à l'attraction et à la rétention des enseignants, notamment à savoir est-ce que l'enseignement était votre premier choix de carrière. On sait que c'est un prédicteur de la rétention des enseignants. Donc, ce qu'on a vu, c'est que pour 2 enseignants sur 3 environ, l'enseignement était un premier choix de carrière. Donc, on trouve que c'est quand même encourageant. Toutefois, on a demandé aux enseignants si c'était à refaire, est-ce que vous choisiriez de redevenir enseignant? Et là, 42% des enseignants choisiraient une autre profession si c'était à refaire. Donc, ça, c'est une statistique qui nous inquiète un peu plus. On a également demandé aux enseignants, est-ce que vous avez déjà par le passé pensé quitter la profession enseignante? Donc, ce qu'on voit, c'est 70% des enseignants ont déjà pensé quitter la profession au moins une fois. Et on voit que la proportion est moins élevée chez les directions et les enseignants non légalement qualifiés que chez les enseignants en poste. Probablement que le fait que ces statistiques soient moins élevées chez les enseignants non légalement qualifiés s'explique notamment par le fait qu'ils sont là de manière...
ils sont rentrés dans le système plus récemment, disons, donc depuis moins d'années. On a également demandé aux enseignants, est-ce que vous envisagez dans le futur de quitter votre poste, donc soit dans les 5 prochaines années. Ce qu'on voit, c'est que 46 % des enseignants envisagent effectivement de quitter la profession dans les 5 prochaines années, dont 23 % pour la retraite, 32 % pour un autre emploi et 16 % pour un autre emploi dans le centre de service scolaire. Donc, nous, on est très préoccupés, notamment pour le 32 % qui veulent quitter carrément pour un autre secteur d'emploi. Et dans le questionnaire, on demandait pour quel domaine. Et plusieurs hommes, ce qu'on a vu, c'est que vraiment plusieurs hommes nous mentionnaient vouloir quitter pour aller occuper un emploi dans le secteur minier. Donc, lorsque ça fait vraiment le lien avec ce que Adriana présentait tout à l'heure, le lien avec le marché de l'emploi, lorsque les gens voient qu'il y a d'autres emplois avec des conditions de travail beaucoup plus, en tout cas, qui sont considérés comme étant meilleurs, ça peut être un incitatif pour quitter la profession enseignante. On s'est intéressé à l'attraction des étudiants dans les programmes de formation. Donc, on a demandé aux étudiants de l'UQAT qui n'ont pas fait le choix d'étudier en éducation, donc ce qu'on appelle étudiants de l'UQAT, autres domaines, et aux étudiants du cégep. On les a un peu interrogés sur la possibilité qu'ils puissent venir étudier en enseignement. Donc, on a demandé aux étudiants de l'UQAT dans d'autres domaines, dans le passé, aviez-vous déjà envisagé d'entreprendre des études pour devenir enseignant? Ce qu'on voit, c'est que 63 % de ces étudiants ont déjà envisagé, effectivement, d'entreprendre des études pour devenir enseignants. Donc, ils ont envisagé, mais ce n'est pas le choix, finalement, qu'ils ont fait. Pour les étudiants du cégep, ce qu'on voit, c'est que 31 % des étudiants du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue envisagent d'entreprendre des études pour devenir enseignants. Et qu'un important nombre d'entre eux n'ont pas encore pris leur décision. Donc, ils sont encore ambivalents face à ce choix. Mais on peut considérer quand même qu'il y a un bassin important de personnes qui, un jour ou l'autre, vont s'intéresser à la profession enseignante et vont réfléchir à la possibilité d'entreprendre des études en enseignement. Donc, après, si on veut les attirer dans les programmes, il s'agit d'identifier des mécanismes par lesquels, justement, on peut les inciter à s'orienter vers des programmes de formation en enseignement. On a demandé aux étudiants dans quelle mesure différents éléments auraient pu les convaincre d'entreprendre des études en enseignement. Donc, on voit ici les items identifiés comme pouvant avoir beaucoup d'impact par les répondants. Donc, notamment une promesse d'embauche à la fin de formation. C'est un élément qui apparaît important pour les étudiants du cégep, dans une plus grande mesure, et aussi pour les étudiants de l'UQAT. Un accès plus facile à des postes permanents. Un autre élément qui apparaît important pour les deux groupes, et un meilleur salaire, notamment pour les étudiants du cégep. Pour l'instant, les principaux constats qui ressortent de notre étude, tout d'abord, c'est vraiment que la région fait face à d'importants défis en matière de rétention des enseignants en poste, associés à une stagnation du nombre d'enseignants formés. Donc là, il y a vraiment un problème. Les enseignants quittent de plus en plus tôt et on a de moins en moins d'enseignants qualifiés qui sortent de l'université. En matière d'attraction, les résultats montrent que certaines initiatives pourraient avoir des impacts positifs sur le choix d'entreprendre des études, notamment les stages rémunérés, un accès garanti à des postes permanents, une hausse des salaires des enseignants et la valorisation de la profession. L'insertion professionnelle et la diversification du recrutement pourraient apparaître comme des leviers prometteurs pour favoriser l'attraction et la rétention des enseignants. La plupart dans les 5 centres de services scolaires étudiés actuellement, ils sont en train de travailler à mettre en place des programmes d'insertion professionnelle pour vraiment venir intervenir directement auprès des jeunes enseignants pour tenter de les garder dans la profession. Également, de plus en plus, on pense que les centres de services vont devoir se tourner vers un recrutement plus diversifié, notamment au Québec. On le voit déjà, là, notamment le Centre de services scolaires du Nord du Québec et de l'Or-et-des-Bois et du Témiscamingue notamment, mais presque tous le font, là, vont recruter un peu partout au Québec avec différents incitatifs. Mais on pense aussi qu'ils vont devoir peut-être se tourner vers du recrutement à l'étranger, un peu comme font notamment actuellement le Centre de services scolaires de Laval ou de Montréal.
Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, le salaire, les conditions de travail, les conditions d'accès à la profession, l'image de la profession enseignante restent des éléments vraiment centraux dans la valorisation des enseignants, ainsi que dans l'attraction des étudiants vers la formation. Je passe le relais à Martial pour la conclusion finale. Merci Geneviève pour ce cas qui, en fait, illustre très bien les défis que le système rencontre pour faire face aux pénuries. Je voudrais conclure, mais en fait, ce n'est pas une conclusion, pour dire que c'est une question très complexe que celle des pénuries. D'une part, parce que les facteurs ou les causes sont multiples, en plus d'être enchevêtrés. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des décisions qui sont prises pour résoudre un problème, mais qui créent d'autres problèmes face à cette pénurie. La complexité est également liée au fait qu'on peut prévoir de façon relativement facile les départs à la retraite. Il y a des normes, soit après un certain nombre d'années de service ou à partir d'un certain âge. Donc, le système peut prévoir les départs à la retraite. Mais à notre avis, le défi principal est que les systèmes ont très peu de prise sur les départs précoces, c'est-à-dire pour des raisons autres que la retraite. Et là, on est face, en tout cas, à une incertitude. On ne sait pas quand est-ce que les enseignants vont soit aller plus tôt que prévu à la retraite, mais surtout ceux qui vont quitter la profession ou qui vont carrément quitter la région. Troisièmement, le système a également peu, voire pas de prise ou aucune prise sur l'évolution du marché du travail et la compétition entre secteurs. Et Adriana l'a dit, de plus en plus, les femmes qui se destinaient presque naturellement à l'enseignement ont d'autres choix de carrière, d'autres options, et l'enseignement n'est pas l'option la plus attrayante pour elles. Elles ont accès, tout comme les hommes, à d'autres secteurs d'activité. Et donc, les systèmes éducatifs ont très peu de prise sur ces deux aspects, et c'est ce qui rend, en fait, disons, la résolution, en fait, du problème de pénurie très, très difficile pour les systèmes éducatifs. Donc, merci de votre attention. On est prêt à prendre quelques questions. Merci beaucoup. Peut-être que Geneviève, tu peux fermer le PowerPoint. Ou... Oui. Bon, peut-être avant, il y a déjà un certain nombre de questions, là, une bonne dizaine déjà. Peut-être une seule chose, petite précision, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a à peu près 150 participants, il y a des gens qui viennent d'autres pays. Là. La suppléance, c'est des enseignants qui ne travaillent ni à temps plein, qui n'ont pas de permanence. Donc, ces enseignants-là remplacent les enseignants qui sont permanents et à temps plein. Ils les remplacent sur appel. Par exemple, un lundi matin, les 2 enseignants permanents sont absents pour cause de grippe, mais là, on appelle des suppléants, c'est-à-dire des enseignants qui souvent ont déjà une formation d'enseignement, mais qui peuvent les remplacer pour des courtes durées, pour la journée ou pour la semaine. Donc, c'est ça, des suppléants. C'est un phénomène qui n'existe pas forcément dans tous les pays, là. Ouais. Donc, il y a déjà plusieurs questions. Une question qui revient 2 fois, là, ou en tout cas posée par la même personne sur les éducations des adultes. Là. Selon le dernier recensement, il y a plus de 60 000 femmes chefs de famille monoparentales sans diplôme avec une moyenne de 2 enfants. Elles sont nombreuses et dans une grande pauvreté. Or, les professeurs des centres d'éducation des adultes n'ont aucune formation pour enseigner aux adultes et les programmes ne tiennent pas compte de la monoparentalité des étudiants. Comment peut-on améliorer la situation? Car seulement 4 000 de ces 60 000 femmes, de 61 000 femmes ont suivi des formations en 2016 d'après le ministère. Bref,
Avez-vous des données sur l'éducation des adultes, sur les centres d'éducation des adultes qui reçoivent aussi des jeunes de 17 ans et sont assujettis à la loi de l'instruction publique? Je peux peut-être répondre pour le cas de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Non, on n'a pas de données actuellement. On n'a pas eu accès non plus à des prévisions du ministère pour les effectifs à venir. Donc, malheureusement, c'est un peu ça et la formation professionnelle, je dirais, l'angle mort. Alors qu'on sait, toutefois, parce que les enseignants nous l'ont dit, les centres de services scolaires nous l'ont dit, le syndicat nous l'a dit, il y a un manque chronique d'enseignants aussi dans ces centres-là. Malheureusement, on n'a pas de données. Une autre question. Connaissez-vous la proportion d'enseignants non qualifiés qui enseignent cette année? Je ne sais pas si la question porte sur l'Abitibi ou sur l'ensemble du Québec, là, mais pour le Québec, c'est 2500. Le chiffre a été sorti il y a quelques jours. Que pensez-vous du programme de maîtrise qui sera dorénavant offert à l'Université de Montréal cet automne pour l'obtention du brevet pour les enseignants non qualifiés en termes de qualité d'enseignement? Je peux dire un mot. Moi, je pense que vu le nombre d'enseignants non légalement qualifiés dans les centres de services scolaires présentement, toute initiative visant à former ces enseignants va être positive parce qu'on ne peut plus se fermer les yeux et se dire qu'il n'y en a pas. Il y a des gens non qualifiés. Donc, voilà. Pour moi, c'est en même temps, oui, vas-y, Adriana. Ben, juste si je peux me permettre de dire aussi qu'une des problématiques qu'on avait pour les enseignants non qualifiés qui avaient des diplômes dans d'autres domaines, c'était notamment qu'ils devaient refaire un baccalauréat de 4 ans. Donc, je pense que c'est quand même une bonne idée d'offrir un programme de niveau de maîtrise qui reprend quand même les contenus essentiels du baccalauréat avec un niveau un peu plus élevé, parce que c'est un programme de 12e cycle, et qui permet aux enseignants donc, qui ont des diplômes dans un autre domaine, de ne pas répéter un baccalauréat, mais de faire un programme de maîtrise. Puis, nous savons bien que lorsqu'on a une maîtrise ou des crédits supplémentaires dans la formation, bien, on a accès aussi à des meilleurs salaires lorsqu'on commence sa carrière en enseignement. Tout à fait. Mais en fait, cette question, en fait, c'est la diversification en fait, des voies d'accès. Mais ça soulève quand même beaucoup de débats. Hein? C'est-à-dire que si on permet des voies alternatives pour accéder à la formation, qu'est-ce que cela a comme implication pour les programmes réguliers de formation? Qu'est-ce que cela a comme implication pour, je dirais, l'image de la profession qui permet effectivement à des personnes d'entrer par des voies autres que la voie, entre guillemets, régulière. Donc, ça pose quand même ce problème au système éducatif. Il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir, mais comme Geneviève l'a dit, je crois qu'en temps de sorte de crise, si on peut l'appeler ainsi, les systèmes n'ont pas le choix d'ouvrir l'accès à d'autres personnes qui sont qualifiées sur le plan académique. On s'entend. Mais je sais que dans de nombreux pays, cette diversification rime avec le recrutement de personnes qui n'ont pas le niveau académique requis pour accéder à la formation. Et cela pose d'autres problèmes au système en termes de qualité de l'offre. 40%, une autre question, 40% des étudiants en enseignement disent ne pas être satisfaits de leur formation initiale. Sait-on pourquoi? Ça, c'est un vieux débat. Hein, il y a eu pas mal de recherches qui montrent effectivement que les sortants des programmes de formation, surtout au début, quand ils font face à la réalité de la classe, se rendent compte que il y a plein de choses qu'ils ont apprises durant leur formation qui ne servent pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après un certain nombre d'années, l'appréciation ou la perception de la formation change de façon plus positive. Mais à mon avis, c'est assez normal que dans les premières années, surtout la première année, que les enseignants soient
plus critiques à l'égard de leur formation parce que la formation initiale, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Lorsqu'on se retrouve en responsabilité entière d'un groupe d'élèves, il y a effectivement des défis nouveaux que la formation initiale ne peut pas prévoir ou traiter de façon optimale pour ces jeunes-là. Peut-être qu'il y a un autre élément de réponse aussi, c'est qu'au Québec, comme dans la plupart des pays, on demande aux universités de former des professionnels de l'enseignement. Ouais. Et lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils ne sont pas traités comme des professionnels de l'enseignement. Au contraire, ils sont pendant plusieurs années précaires, ils enseignent des matières pour lesquelles ils n'ont pas été formés, ils doivent se déplacer d'un établissement à l'autre, donner des cours, des leçons aux élèves les plus difficiles. Ouais. Bref, c'est normal que, vivant cette situation-là, les étudiants ne retrouvent pas dans leur formation des éléments pour les aider, parce qu'en principe, ils ne devraient pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, voici une autre question. Quelle est la tranche d'âge des 32 %? C'est une statistique que vous avez citée tantôt, là. Ça, c'est en Abitibi, je pense. Hein? Oui, c'est en Abitibi. Oui. Je dois avouer que je n'ai pas le résultat. On va la chercher. On va la chercher. Mais une autre question importante, là. Il y a deux questions qui portent là-dessus. Là. Dans quelle mesure le caractère particulier limitrophe de l'Abitibi-Témiscamingue permet de faire de la comparer avec l'ensemble du Québec ou d'autres régions du Québec? Bien, effectivement, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment une région particulière. Donc, ce qu'il faut comprendre, notamment, il y a d'autres régions qui ont des caractéristiques similaires au niveau du marché de l'emploi, notamment à la Côte-Nord, par exemple. Mais également, ça met de l'avant l'importance. Nous, on le fait au niveau vraiment d'une région. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. On est mobilisé, on se rencontre une fois par mois. Ça met de l'avant la nécessité de faire plus de recherche sur ces enjeux-là. On a encore trop peu de données pour l'ensemble du Québec. Donc, effectivement, ça reste difficile. On ne peut pas tout... on ne peut pas prendre tous les résultats de l'Abitibi-Témiscamingue et pour les étendre dans l'ensemble du Québec, bien entendu, mais je pense que ça propose des pistes de réflexion intéressantes, notamment sur les questions d'attraction et de rétention des enseignants, l'enseignement comme premier choix de carrière, l'attraction des jeunes vers la profession. C'est des pistes de recherche sur lesquelles on pourrait se pencher dans d'autres régions et puis sur l'ensemble du Québec. Moi, notamment, j'ai un projet de recherche actuellement là, qui vise à faire un peu l'état de la situation dans l'ensemble du Québec avec tous les centres de services scolaires. Okay. Je sais qu'il y a plein de projets de recherche en cours actuellement. Une autre question, avez-vous prévu une recherche sur les enseignants non légalement qualifiés? Vous faire des recherches là-dessus ou vous avez déjà assez de travaux de recherche? Moi, j'ai quelques travaux en lien avec les enseignants non légalement qualifiés en cours et notamment leur trajectoire professionnelle, d'où ils viennent et où ils souhaitent aller, quelles sont leurs motivations notamment pour aller se former. Donc, c'est des travaux là, qui sont à l'étape de démarrage. Avez-vous des pistes de solutions à suggérer pour contrer cette pénurie? Bon. Il y a certaines pistes qui sont déjà proposées par Geneviève. La valorisation, tout le monde en parle, hein, comment revaloriser la profession. C'est sûr que les programmes d'insertion professionnelle sont très importants pour ces jeunes-là, justement, qui arrivent, qui font face à une réalité qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Donc, les programmes d'insertion professionnelle devraient, à mon avis, occuper une place centrale dans la gestion de ces enseignants, dans le soutien qui leur est apporté. Les directions d'établissement ont un rôle important à jouer à cet égard, notamment dans, je disais, dans la tâche qui leur est confiée, mais également dans le soutien collectif que l'équipe école peut apporter à ces jeunes-là. Mais Maurice l'a dit tout à l'heure, des personnes qui ont suivi une formation, on dit on forme des professionnels, mais qui arrivent, qui sortent et puis qui voient qu'ils ne sont pas considérés comme des professionnels. C'est évident que cela va affecter, disons, leur identification à cette profession. Et donc, la question de la valorisation
à mon avis, devrait être également au cœur en tout cas, des discussions et de l'élaboration des politiques de rétention notamment. Bon, on a encore beaucoup de questions. Là. Ce serait bon de faire, je ne peux pas toutes les prendre, là. Il nous reste à peine 10 minutes. Là. Faire des réponses le plus courtes possible. Y a-t-il un accès à la qualification pour les NLQ? Je ne sais pas c'est quoi les NLQ, là, mais... Les non légalement qualifiés, oui, par justement le biais des maîtrises qualifiantes s'ils sont détenteurs d'un baccalauréat dans une spécialité. Et là, ça, c'était surtout pour le secondaire, et là, on voit émerger des nouvelles maîtrises qualifiantes pour le primaire également. Ouais. Que pensez-vous de la solution suivante? Proposer aux enseignantes et enseignants retraités une rémunération qui pourrait garder en plus leur retraite. On pourrait les garder plus longtemps peut-être à ce moment-là. Les attirer même. Moi, je pense que ça peut être une piste de solution pour faire face à, en tout cas, ce qui s'en vient, l'urgence qui s'en vient notamment au secondaire. Un moyen de pallier au moins avec des enseignants qui sont légalement qualifiés, qui ont une expérience. Est-ce que le recours à des agences privées, comme pour les infirmières, serait une alternative envisageable? Je ne pense pas que ce soit souhaitable, en tout cas, parce que ça créerait ça complexifierait les enjeux en créant deux statuts d'enseignants. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres. Vous avez abordé un certain nombre de mesures à mettre en place pour encourager les enseignants à s'installer en Abitibi. Où pourrait-on trouver ces informations? Mais la conférence va être mise en ligne tantôt. Hein? Oui, et puis dans le support de présentation à la dernière diapositive, je présente, il y a les deux liens vers le rapport synthèse et le rapport complet qui ont été faits, qui présentent l'ensemble des résultats dont j'ai discuté de manière vraiment détaillée avec des solutions proposées pour chacune des dimensions étudiées. Exactement. La présentation et le PowerPoint seront mis en ligne sur le site du centre. Okay. En minute, il y a beaucoup de questions là. Okay. Pensez-vous que l'opinion publique a changé en faveur des enseignants en ces temps de la COVID, en les considérant essentiels si on doit les comparer, par exemple, aux infirmières? Ben, je crois que le public en général a mieux compris en fait l'importance de l'école. Lorsque les parents se sont retrouvés avec les enfants à la maison, dont il fallait s'occuper pour les soutenir pour les cours en ligne et autres, je pense qu'on s'est rendu compte vraiment de la place centrale de l'éducation dans la société et particulièrement des enseignants. Cela dit, la façon dont les enseignants sont, je dirais, pas seulement au Québec, mais ailleurs, les enseignants sentent qu'on ne les consulte pas dans les prises de décision pour justement faire face à cette pandémie. Et cela affecte directement en fait, l'engagement de certains. Et Adriana le disait tout à l'heure, des personnes qui décident d'aller plus tôt à la retraite, mais souvent, ce n'est pas seulement pour des questions de santé, c'est souvent par le fait qu'on ne les considère pas, on ne les consulte pas pour prendre les décisions, ils sont informés ou on leur impose ces décisions-là. Une question d'une enseignante qui a quitté l'enseignement. Ne devrait-on pas consulter les enseignants et enseignantes ayant abandonné la profession pour connaître les raisons qui justifient leur choix? Il me semble que cela permettrait de mettre le doigt sur quelques bobos. J'ai quitté après 16 ans, plusieurs collègues y sont aussi. Ouais. Nous, dans le deuxième volet de la recherche, on a rencontré des enseignants qui avaient quitté. Le défi, c'est toujours de les retrouver, mais effectivement, on les a interrogés sur les raisons qui les avaient poussés à quitter et ce qui aurait pu permettre de les retenir, notamment. Ouais, il y a toute une littérature sur l'attrition, justement, pour comprendre les causes d'abandon précoce de la profession. Et donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont effectivement interrogé des personnes qui ont déjà quitté la profession, mais c'est sûr que les raisons sont évolutives selon le contexte dans lequel les personnes se retrouvent et au fil des années,
les raisons, il y a certainement un noyau de raisons, mais il y a de nouvelles raisons qui sont contextuelles et temporelles. Bon. Est-ce qu'il existe, à votre connaissance, des initiatives mises en place dans les universités pour inciter les étudiantes et étudiants à s'inscrire en sciences d'éducation et ainsi favoriser le recrutement d'étudiants à l'enseignement? Si oui, vous me donnez des exemples de ces initiatives. Ben, je sais qu'à l'Université de Montréal, par exemple, il y a chaque année des journées portes ouvertes là, pour encourager les étudiants sortant des cégep à s'inscrire en formation. Il a été question à un moment, et là je parle l'information à jour, de mettre en place un projet de collaboration, en tout cas un partenariat entre l'université et un cégep en particulier pour en fait orienter les cégepiens à l'enseignement, une façon aussi de les attirer vers les formations à l'enseignement. Okay, une question dans d'autres universités, il y a des initiatives également dont je ne suis pas au courant. Au Burkina, la valorisation de la profession enseignante se ramène bien souvent à l'amélioration des salaires. Quels sont les principaux leviers pour l'amélioration de la profession enseignante au Québec? Je pense que c'est l'amélioration des conditions de travail en général, notamment les salaires, mais il y a beaucoup à faire également au niveau de l'organisation du travail, comment les tâches sont distribuées, comment les tâches sont organisées aussi, par exemple. On sait que, on a vu tout à l'heure, les enseignants n'aiment pas le travail autour de l'enseignement, comment on intègre les élèves en difficulté. Donc, toutes ces choses-là doivent être incluses dans une réflexion sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Il semble que une autre question, il semble que des promesses d'embauche et des accès plus rapides à des postes en principe permanents seraient des mécanismes qui retiendraient et attireraient les étudiants. Les centres de services scolaires ont-ils un système de gestion qui anticipe les besoins et qui leur permettrait d'offrir aux étudiants un plan d'insertion professionnelle, c'est-à-dire aux nouveaux enseignants dans le fond diplômés? Personnellement, de ce que j'ai vu en tout cas jusqu'à maintenant, les centres de services scolaires sont beaucoup plus dans la réaction que dans la planification à ce niveau-là. La seule chose qu'on voit qui est vraiment offerte, c'est des stages emploi. Mais il y a très peu, par exemple, d'initiatives prises où on va prendre un stagiaire, on va vraiment l'accompagner jusqu'à temps qu'il soit en emploi avec nous, lui préparer tout un plan à moyen terme d'insertion professionnelle. Je pense que c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en place. Là. Le lien entre centre de services scolaires et université doit être renforcé, notamment au niveau de l'attraction. Une de mes hypothèses, je vais poser une question, là. Oui. Il reste très peu de temps. Là. Une de mes hypothèses pour expliquer l'actuelle pénurie au Québec, c'est celle d'une incompétence organisationnelle nationale. C'est-à-dire qu'on a un ministère de l'Éducation qui ne donne pas et qui peut-être ne possède pas des statistiques claires sur les enseignants. Les centres de services scolaires, c'est un enfer d'avoir des données probantes sur les enseignants. Par conséquent, des questions aussi simples que combien manque-t-il aujourd'hui même dans la province de Québec d'enseignants pour combler tous les postes? On ne le sait pas. Combien d'enseignants vont prendre leur retraite d'ici 10 ans? On ne le sait pas. Quels sont les besoins en recrutement d'enseignants? On ne le sait pas. Ouais. Bref, on nage dans un véritable brouillard de données précises et il est très difficile de parler de pénurie d'enseignants au Québec parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a 120 000 enseignants dans la province de Québec avec le préscolaire primaire, secondaire, public et privé. Là. Combien il manque d'enseignants pour qu'on déclare un état de pénurie? Moi, les seuls chiffres que j'ai vus cités par le ministre Roberge à l'automne dernier, c'était genre 200, il en manque 200. Mais 200 sur 120 000, ce n'est pas une pénurie. Là. Est-ce qu'il en manque 200 ou 20 000 ou 5 000 ou 3 000 ou 2 000 ou 4 324? Il n'y a personne dans la province de Québec qui peut répondre à cette question-là à partir de données fiables. Et nous, les chercheurs, lorsqu'on interroge le ministère, on ne peut pas avoir accès aux données
sans passer par un mécanisme légal de la Commission d'accès à l'information. Donc, il y a une véritable honte publique au Québec, une insanité sur le plan du traitement du personnel scolaire. Je suis entièrement d'accord. Ouais. C'est ça, il faut l'information. C'est très surprenant, effectivement, qu'on ne soit pas capable de dire combien vont aller à la retraite. Comme je l'ai dit, c'est quand même le facteur sur lequel les systèmes ont le plus de prise. Oui. Donc, c'est totalement anormal. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont les données et qu'ils ne veulent pas les donner. Les centres de services scolaires, le système de gestion dans lequel sont les données ne permet pas facilement d'aller les extraire. Même pour eux, c'est compliqué. Donc, imaginez, essayez de penser qu'ils font une planification en fonction de ces données. On oublie ça. S'ils ne sont pas capables d'avoir les données eux-mêmes. Mais il faut bien comprendre que nos fusées tournent autour de la planète Pluton, là. Et en 2021, qu'on ne puisse pas s'acheter un logiciel de comptabilité pour gérer des retraites, me semble une absurdité criante. Je suis d'accord. Écoutez, je vous remercie sincèrement pour votre présentation sur la situation de pénurie. Moi, je crois que la situation qui a été présentée en Abitibi-Témiscamingue est largement similaire à celle qu'on trouve dans toutes les régions du Québec, même si en termes de quantité ou de données, c'est différent. Mais les processus qui sont à l'œuvre sont les mêmes. La satisfaction au travail, moi, j'ai fait de nombreuses enquêtes, ça converge avec ces réalités-là. Et donc, l'enquête qui a été effectuée en Abitibi-Témiscamingue peut être un modèle qu'on peut utiliser pour adapter à d'autres régions en fonction du nombre d'enseignants. Dans ce sens-là, je remercie mes trois collègues qui ont apporté une contribution importante aujourd'hui à la compréhension du phénomène de pénurie qui, il ne faut pas l'oublier, en dernier ressort, affecte surtout les élèves. Oui. Que les élèves se voient devant eux des enseignants qui changent constamment, qui se déplacent d'une école à l'autre, des enseignants qui sont insatisfaits de leur travail parce qu'ils n'ont pas de permanence, et des enseignants qui ne se présentent pas en classe parce que la classe est vide. Et par conséquent, il y a des enfants qui voient 7, 8, 9, 10 professeurs différents, par exemple, en mathématiques au cours de l'année. Donc, c'est aussi à ça qu'il faut penser, là. Il ne faut pas juste penser aux enseignants, il faut penser aux répercussions de la pénurie sur les jeunes du Québec. C'est vrai. Je pense que vous avez mis le doigt sur des enjeux essentiels qui vont nous préoccuper au moins jusqu'en 2035. Merci beaucoup. Merci Maurice. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette conférence-là.